Je vais attendre 2 minutes que nos rangs se garnissent, mais pas beaucoup plus, parce qu'on a quand même des amendements. Il faut qu'on finisse à 16 heures. Bon, chers collègues, je propose qu'on commence parce que donc à 15h30, on doit passer à l'article 88 et on n'a pas de séance de rattrapage qui peut nous permettre de prolonger après. Chers collègues, notre commission a décidé de se saisir pour avis des articles 2 à 8, 13 à 15 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, pour lequel nous avons nommé rapporteur Madame Félicie Gérard, qui est à côté de moi. Sur les 112 amendements déposés en commission, 19 amendements ont été jugés irrecevables au titre de la recevabilité financière, 13 ne présentaient pas de lien suffisant avec le projet de loi et 4 étaient en dehors du champ de la saisine, mais ça nous fait quand même pas mal d'amendements à examiner. Donc on sera sur la règle de pas plus d'une minute pour les interventions amendements et pas plus d'un pour d'un contre, et vraiment maximum pour essayer de tenir dans le temps. Madame la rapporteure pour avis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général qui devrait arriver. Mes chers collègues, je me réjouis que la Commission des finances se soit saisie pour avis de ce projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, que j'appellerai désormais ANI. Cette ANI est un succès à mettre au crédit du dialogue social dans notre pays. Signé par la majorité des organisations syndicales et patronales représentatives, il témoigne de la force de la démocratie sociale et de l'ambition qu'il est possible d'avoir dans ce cadre. L'entrée en vigueur de certaines mesures de cet accord relève du niveau législatif. Leur transposition est l'objet de ce projet de loi. Sur mon initiative, la Commission des finances a donc jugé utile de se saisir des titres 2 et 4 de ce projet de loi. Comme pour toute transposition, la question de la fidélité du texte transposé se pose. Aussi, il rend le rôle que j'occupe difficile dans l'enjeu de maintenir les équilibres trouvés par les partenaires sociaux. Les équilibres trouvés dans l'ANI par la grande majorité des partenaires sociaux ne sauraient, à mon sens, être fortement remis en cause par notre travail parlementaire. Cette ANI du 10 février 2023 est porteur de nombreux progrès. J'exposerai d'abord ces mesures pour développer la participation dans les petites entreprises, puis celles pour renforcer le partage de la valeur lorsque les résultats financiers favorables des entreprises le permettent. Je terminerai en évoquant les mesures portées par ce texte pour accompagner le développement de la prime de partage de la valeur et celles visant à développer l'actionnariat salarié. L'ANI facilite tout d'abord le déploiement de la participation dans les petites entreprises dans lesquelles elle n'est que faiblement déployée aujourd'hui. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront ainsi, à titre expérimental, mettre en place un dispositif de participation dont les modalités dérogent à la formule légale. Cela pourra se mettre en œuvre en application d'un accord conclu au niveau de la branche. Je salue également l'assouplissement des règles de franchissement du seuil de 50 salariés, au-delà duquel il est obligatoire de mettre en place la participation. Plusieurs des dispositions du projet de loi permettent de renforcer le partage de la valeur lorsque les résultats financiers favorables des entreprises le permettent. Les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés réalisant un bénéfice net fiscal seront obligées de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur. Et les entreprises d'au moins 50 salariés devront, quant à elles, définir le caractère exceptionnel d'une augmentation du bénéfice pour cette entreprise
et les conséquences sur les dispositifs de partage de la valeur au sein de l'entreprise. Ce texte pérennise et accompagne le déploiement de la prime de partage de la valeur en permettant notamment aux salariés de le placer sur un plan d'épargne salariale de la même manière que les primes d'intéressement et de participation. Enfin, le projet de loi compte plusieurs mesures pour améliorer le développement de l'actionnariat salarié, mais aussi mieux orienter les fonds. Les plafonds d'attribution d'actions gratuites seront ainsi relevés. Je considère que la situation économique actuelle rend d'autant plus souhaitable et nécessaire le développement de ce dispositif. Au quotidien, les chefs d'entreprise que nous rencontrons dans nos circonscriptions éprouvent des difficultés à recruter. Réhabiliter l'actionnariat comme une valeur positive via l'actionnariat salarié pourrait être un formidable levier pour renforcer la confiance des salariés dans leur entreprise, tout en les intéressant davantage aux enjeux stratégiques et au développement de l'entreprise. Vous l'aurez compris, je soutiens pleinement la transcription législative fidèle de cet accord. J'appelle par ailleurs, dans une réflexion plus globale, à poursuivre les efforts menés afin de simplifier les démarches administratives des entreprises. En complément des mesures de ce texte, il nous faudra également renforcer l'accompagnement des petites entreprises par l'administration dans la mise en œuvre de ces dispositifs et entamer un débat sur la révision de la formule légale de la participation aujourd'hui trop complexe. Je souhaite enfin exprimer ma confiance envers les chefs d'entreprise et les salariés, dans leur capacité à dialoguer et à échanger pour conclure des accords d'entreprise ou de branche. Ce dialogue est la condition essentielle de la vitalité de nos entreprises. Mes chers collègues, cette année démontre que le dialogue entre employeurs et salariés fonctionne dans notre pays. Ce dialogue est souhaitable et bénéfique pour tous. Notre rôle de législateur est de l'accompagner et de l'encourager. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Une petite précision, Monsieur le rapporteur général m'a prévenu qu'il serait un peu en retard. On était aux assises des finances publiques, comme plusieurs d'entre vous ce matin, mais lui intervenait, donc il est tout excusé. Voilà. Donc, on va passer aux éventuels orateurs de groupe qui souhaitent intervenir pour Renaissance. Il y a quelqu'un ? Allez-y. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Il y a un an, les députés de la majorité présidentielle étaient élus en soutenant l'engagement du président de la République de généraliser les dispositifs de partage des profits dans les entreprises. C'est une mesure évidente de justice. Quand une entreprise gagne plus, les salariés, eux aussi, doivent gagner plus. À l'automne, une négociation s'est ouverte entre organisations syndicales et organisations patronales qui a abouti en février à une signature par l'immense majorité d'entre elles. Les intentions originelles ont été non seulement précisées, mais elles ont aussi été complétées et enrichies. Un accord national interprofessionnel a été signé et le temps est venu aujourd'hui pour nous de le transcrire dans la loi. Après la loi Pacte, après la création de la prime Macron, nous voilà donc avec une nouvelle étape dans la longue histoire des textes visant à associer davantage les salariés aux résultats des entreprises. C'est une histoire dans laquelle beaucoup, gaullistes, sociodémocrates et tant d'autres, se reconnaissent. C'est une étape qui doit notamment permettre de mieux couvrir les plus petites entreprises, là où les droits sont aujourd'hui bien moindres que dans les plus grandes, 1,5 million de salariés en bénéficieront. Une étape qui doit permettre de prendre davantage en compte les profits exceptionnels, une étape qui créera également des dispositifs nouveaux, comme les plans de valorisation de l'entreprise. Les représentants des salariés comme du patronat ont su dépasser leurs différences légitimes pour obtenir des avancées concrètes. Et avec le groupe Renaissance, nous espérons donc que notre Assemblée saura faire de même en suscitant une majorité très large pour soutenir ces progrès résultant du dialogue social. Merci. Frédéric Cabrolier pour le RN. Merci. Donc l'accord national interprofessionnel voté en février 2023 voit 15 de ces 35 articles transposés dans ce projet de loi qui permet de faire un pas de plus vers le développement des dispositifs existants au profit des salariés. La possibilité de négocier un accord de participation d'ici juin 2024 avec une liberté totale sur la fixation de la formule du calcul de la participation qui peut être moins disante que la formule légale doit permettre d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. La volonté également de faire bénéficier aux salariés des bénéfices exceptionnels de leur entreprise entend répondre à une question de justice sociale. L'inscription dans le temps et dans le champ de l'épargne salariale de la prime de partage de la valeur entend répondre à une problématique de pouvoir d'achat. L'augmentation des plafonds de capital attribuables pour les attributions d'actions gratuites devrait contribuer à l'objectif affiché de 10% d'actionnariat salarié dans le capital des entreprises françaises. Toutefois, certaines mesures posent problème, comme le nouveau plan de valorisation de l'entreprise qui consiste à intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise et qui vient en concurrence avec l'actionnariat salarié plus compliqué à mettre en œuvre.
Le développement de ces outils de partage de valeur ne doit pas se faire également au détriment de l'augmentation des salaires, qui reste le meilleur partage de la valeur. Aujourd'hui, la participation et l'intéressement représentent 6% de la masse salariale dans les entreprises où elles ont été mises en place, selon le CNRS, et un tiers de ces 6% ont eu un impact négatif sur les augmentations de salaire. Enfin, je termine, les chiffres du partage de la valeur sont faussés par la pratique de la fraude fiscale, ce qu'on appelle les transferts de profits, évalués à 40 milliards, on ne trouve rien dessus dans ce projet de loi. Et il y a des distorsions de politique fiscale entre pays qui font qu'on estime qu'il y a 2 à 5% de la valeur ajoutée qui échappe aux entreprises et donc aux salariés par le versement de la participation, où bien sûr ça leur échappe. Donc voilà, merci. Merci. Jean-Paul Mattei pour le groupe démocrate. Il faut éteindre votre micro, collègue. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Cet accord du 20 février a été quand même une belle leçon qui nous a été donnée, nous aussi à nous politiques. Je l'avais déjà souligné parce que c'est un accord qui a été signé par quasiment toutes les organisations, à la fois syndicales et patronales, et qui, dans son contenu, à travers ces 36 articles, a fixé une ligne. Ils nous ont fait en quelque sorte une commande et qu'il faut absolument respecter. Pas facile à retranscrire dans la loi. D'ailleurs, on peut le constater, c'est que tout l'accord n'est pas forcément retranscrit dans ce texte, puisque dans l'étude d'impact, on fait référence à certains articles qui relèvent soit de circulaires, soit de doctrines, et je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse. Je pense qu'on sera peut-être amené à y revenir, surtout sur l'aspect fiscal. Dans le PLF, on ne traite pas de l'intégration fiscale, on ne traite pas de l'apport d'action par les salariés pour permettre la reprise d'entreprise par les salariés, donc il mérite d'être, à mon sens, retravaillé et analysé. On avait déjà, en quelque sorte, fixé le cap à travers 2 textes importants, le droit à l'erreur, la loi ESSOC, et puis la loi Pacte, qui avait changer un peu la nature de l'entreprise, notamment à travers son objet social, et qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui. Et tout ça, ça va dans le bon sens. Ce qui est assez rassurant, c'est que cet accord concerne également les petites entreprises, entre 11 et 50 salariés, qui n'ont pas forcément toute l'habitude de cette association, de cet intéressement. Et je crois qu'il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne, en leur laissant un tout petit peu de temps pour se caler sur l'ensemble de cette opération. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir travailler sur ce texte. Là aussi, j'espère qu'une grande majorité, on trouvera des majorités de projets sur ce texte qui intéressent toutes les couches de la société, qui vont dans le bon sens. Mais je considère que l'histoire est loin d'être terminée. Je vous remercie. Merci. Mickaël Boulou pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le présent projet de loi résulte d'un accord national interprofessionnel signé par l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception de la CGT. Le groupe socialiste et apparenté salue la négociation interprofessionnelle et l'accord qui en découle. Ces négociations sont intervenues dans un contexte de perte de pouvoir d'achat et de forte inflation qui doivent nous rappeler la centralité de la question du salaire, et je dirais le vrai salaire, celui qui tombe chaque mois et qui est disjoint des primes. C'est cette philosophie que nous défendrons tout au long de l'examen de ce texte. Les dispositifs de partage de la valeur, participation, intéressement, PER, etc., ne peuvent se substituer au salaire, ce que d'ailleurs ont convenu les organisations signataires à l'article 1er. Nous regrettons fortement que ce principe n'ait pas été transposé dans le projet de loi qui nous est soumis. Aussi, le groupe socialiste et apparenté a ainsi déposé des amendements sur l'augmentation du SMIC, sur l'organisation d'une conférence nationale sur les salaires, sur l'encadrement des écarts de salaire, sur la régulation des minimums conventionnels, etc. Dans le détail, nous avons relevé quelques points de l'accord national qui ont été mal transposés dans la loi. Ainsi, à l'article 4 du projet de loi, qui aurait dû mener à la production d'un bilan d'impact de la loi Pacte, justement, et notamment sur la modification du mode de calcul des effectifs d'une entreprise sur l'obligation de participation. Or, ce bilan n'apparaît pas dans ce texte. En outre, si les accords prévoyaient un octroi automatique du supplément d'intéressement et de participation aux salariés, ce texte ne le retranscrit finalement pas à l'article 5. Par ailleurs, sur l'article 6, qui encadre le développement de la prime de partage de la valeur, celui-ci ne répond que partiellement à nos alertes de potentielle substitution de la prime de partage de la valeur avec le salaire. Nous souhaitons aussi alerter sur le coût du dispositif de partage de la valeur pour la collectivité, 2 milliards pour l'épargne salariale pour l'État, 1,4 milliard d'euros pour la sécurité sociale. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup quand on cherche des économies par ailleurs et qu'on a notamment ajouté 2 ans de travail à tout le monde. Donc nous resterons vigilants.
En somme, ce projet ne saurait se suffire à lui-même. Demain, en effet, il va falloir s'attaquer de front à la question des changements organisationnels et des ruptures technologiques en cours. Nous resterons donc vigilants quant à la mise en place de ces expérimentations et de leurs conséquences directes sur le bien-être et le sens du travail qu'elles apporteront aux salariés. Merci. Merci. François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi dont nous sommes saisis, pour les parties qui ont été repérées par la Commission des finances, est un acte important. D'ailleurs, on pourrait s'interroger au moment où on veut faire évoluer le rôle du Parlement, pourquoi nous avons besoin d'approuver des dispositions qui ont été approuvées par les partenaires sociaux, à l'exception simplement de la Confédération générale du travail. Donc je compte sur mes collègues parlementaires pour ne pas sous-transposer ou surtransposer ou être un deuxième tour ou un troisième tour d'accord ayant échoué, puisque cet accord a été signé et donc exécuté. Ce projet de loi est un document important parce qu'il permet d'améliorer le partage de la valeur dans les entreprises. Participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, ouverture des négociations possibles pour partager la valeur en cas de résultats exceptionnels et prorogation de la prime de partage de la valeur sous conditions. Il résulte de ces deux constats que l'examen de ce projet de loi est un exercice compliqué pour nous, parlementaires, puisque nous n'avons pas assisté aux négociations. Tout en remplissant pleinement notre rôle de législateur, nous devons toutefois veiller à ne pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à sous-transcrire ou retranscrire ou pas transcrire du tout la volonté qui a émergé de l'accord entre les représentants des entreprises et la majorité des organisations syndicales représentatives. Les députés du groupe Horizon et apparentés voteront en faveur de ce projet de loi. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord souligner que le projet de loi de partage de la valeur, de transposition de l'ANI, ne répond en rien au problème de pouvoir d'achat des Français. Le problème des Français, c'est celui des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation. Ensuite, oui, permettre aux salariés des entreprises de 11 à 50 salariés de bénéficier des outils de partage de la valeur va dans le bon sens, mais le projet de loi aura malheureusement peu d'impact, pour trois raisons. D'abord, le gouvernement a introduit la prime Macron dans les outils de partage à la valeur, alors que celle-ci a un effet de substitution aux augmentations de salaire à hauteur de 30% en moyenne selon l'INSEE. Deuxièmement, il n'y a aucun minimum fixé par la loi, ce qui fait qu'il sera possible à un employeur de verser une prime de 1 € pour satisfaire ses obligations légales. Enfin, concernant le versement d'une prime exceptionnelle quand l'entreprise réalise des résultats exceptionnels, il n'y a dans ce projet de loi qu'une obligation de négocier et rien ne se passe si la négociation échoue. Mais je voudrais surtout attirer l'attention de mes collègues sur la problématique de l'optimisation fiscale et des conséquences de celle-ci sur la participation des salariés. Il faut se saisir de ce projet de loi pour nous attaquer aux employeurs peu scrupuleux qui privent les salariés de leur juste droit à participation en déplaçant la valeur ajoutée dans des holdings en France ou à l'étranger. Il y a dans le Code du travail un article, le L3326-1, qui précise que le résultat sur lequel est calculée la participation est celui de l'attestation du commissaire aux comptes et qui ne peut être remis en cause à l'occasion de litiges. Cet article n'a qu'un seul effet, empêcher les salariés de faire valoir leur juste droit à participation quand ils estiment que le résultat est artificiellement minoré, par exemple quand il est transféré dans une holding par le biais de prix de transfert. Plusieurs affaires, comme celle de Procter & Gamble, McDonald's ou Wolters Kluwer, n'ont pu aboutir du fait de cet article. Il faut vraiment le faire évoluer, sinon on ne peut pas parler de juste partage de la valeur. Nous avons déposé des amendements en ce sens. En l'occurrence, nous avons fait le choix de les déposer en commission des affaires sociales, mais j'espère que vous serez tous à nos côtés pour cette bataille dans l'hémicycle. Merci. Madame Félicie Gérard, est-ce que vous voulez apporter quelques réponses ? Oui, merci Monsieur le Président. Je tiens à rappeler que ce texte est un texte de transposition d'un accord entre organisations syndicales et professionnelles. J'entends quelques reproches sur certains dispositifs qui seraient contre les droits des salariés ou contre la liberté des chefs d'entreprise, mais je suis navrée de vous dire, chers collègues, que ce texte présente à la virgule près la volonté des représentants syndicaux et des organisations professionnelles. La Première ministre s'est engagée en février dernier à transcrire de manière fidèle et totale l'ANI. C'est le cas avec ce projet de loi et les décrets qui arriveront pour transposer intégralement le texte. Nous n'avons jamais dévié de cette ligne de retranscription fidèle de l'ANI. On peut ne pas être plus respectueux du dialogue social qui a eu lieu qu'en transposant fidèlement le texte de l'ANI. Je vais vous citer une phrase pour illustrer notre philosophie. Tout détricotage de l'accord serait un coup de poignard dans le dos des partenaires sociaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la CFDT, Laurent Berger.
Une preuve de plus que ce projet de loi qui transpose l'ANI est totalement accepté par les partenaires sociaux. Ne jouons pas la surenchère sur ce texte qui remettra en question les équilibres trouvés par le dialogue et le compromis. Les partenaires sociaux nous demandent de manière claire de respecter leur travail, leur accord. Je vous invite donc à être respectueux de ce dialogue social. Nos collègues David Amiel, François Jolivet et le président ont rappelé que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la transcription de cet accord et rien d'autre. Un accord qui renforcera forcément le partage de la valeur dans l'entreprise et ses salariés et que nous devons évidemment souligner car il s'inscrit dans la lignée de l'action que nous menons depuis 2017. Particulièrement car il soutient spécifiquement les petites et moyennes entreprises qui doivent être accompagnées. Pour notre collègue Frédéric Cabrolier, l'ANI l'a rappelé, ces dispositifs n'ont pas vocation à se substituer au salaire. Par ailleurs, concernant la fraude fiscale, elle est en effet une réalité. Mais vous le savez, la lutte contre la fraude est une priorité de l'action du gouvernement et singulièrement du ministre Gabriel Attal. Monsieur Boulou, vous saluez ces négociations, mais vous ne souhaitez vous souhaitez modifier les équilibres trouvés en ajoutant par vos amendements énormément de sujets qui viennent sortir de l'accord. L'ANI a précisé dès le début des négociations qu'il ne se saisirait pas du sujet des salaires. L'augmentation des salaires est un enjeu important, mais les signataires ont défini que ce n'était pas le sujet de cette ANI. Et enfin, Madame Sass, vous le savez mieux que personne car vous avez travaillé sur ces sujets. Ce texte, c'est un projet de loi de transposition d'un accord entre organisations syndicales et professionnelles. Pas un PJL contre la fraude et pas un PJL salaire. Je vous remercie. Merci. On va passer aux amendements. Amendement 75, non défendu. On passe à l'article 2. Amendement 11, Monsieur Cabrolier. Défendu. Alors, cet amendement vise à... Alors, vous avez donné la possibilité aux branches ou aux entreprises de déterminer le calcul de la RSP, la réserve spéciale de participation. Celle-ci, aujourd'hui, doit être revue. Monsieur le maire, il n'y a pas longtemps, je crois lors de la loi Pacte, avait indiqué qu'effectivement, elle devait être revue. Le demi qui apparaît dans la réserve sur la participation, qui permet le calcul donc, de la participation, n'a plus lieu d'être. Les capitaux propres, on a une tertiarisation depuis 1967 de l'économie. Il y a de moins en moins d'industries. Donc pareil, les capitaux propres n'ont plus lieu d'être, puisqu'on doit d'abord payer ceux qui apportent des capitaux propres, hein, avec la formule intègre le moins 5% de capitaux propres. Quant à les salaires sur la valeur ajoutée, c'est censé représenter la contribution donc, des salariés dans la valeur ajoutée, mais aujourd'hui avec tous les groupes intégrés, les sous-traitants, ça n'a plus lieu d'être. Donc cet amendement vise à proposer un calcul de la RSP de 10% du bénéfice net fiscal, c'est pareil, net comptable, excusez-moi, on enlèverait le bénéfice net fiscal également. Okay, merci. Madame la rapporteure. Je partage votre avis sur le fait que la formule de calcul actuelle de la participation n'est pas satisfaisante. Toutefois, je propose un amendement demandant au gouvernement un rapport qui évaluerait les différents scénarios possibles pour modifier cette formule. Je vous propose donc de retirer votre amendement pour que nous ayons ultérieurement, une fois ce rapport rendu, un débat plus éclairé sur cette question. Demande de retrait. Monsieur Cabrolier. Okay. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 46, non défendu. Amendement 76, non défendu. Amendement 15, Monsieur Cabrolier. Oui, donc dans le calcul de la participation, il y a l'économie sociale et solidaire, enfin les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont compris dans cet article. Or, elles ne dégagent pas de bénéfices, elles dégagent des résultats, mais le but n'est pas un but lucratif. Donc cet amendement vise, d'ailleurs à leur demande, d'enlever les entreprises qui relèvent de l'ESS. Madame la rapporteure.
Il me semble que votre amendement est déjà satisfait. Le rapport de nos collègues Louis Marguerite et Eva Sass indique en effet que la participation est par principe exclue pour les entreprises de l'ESS qui ne produisent pas de bénéfices, mais parfois des excédents qui pour autant ne peuvent pas faire l'objet d'une redistribution à destination des salariés. Ce sera donc une demande de retrait. Monsieur Cabrolier. Je ne l'ai pas lu comme ça, mais si c'est le cas, je retire. Merci. Et comme vous avez pas mal d'amendements, si vous pouvez anticiper à chaque fois, merci. Ah bah je suis désolé. Ensuite, on passe au 112, Madame la rapporteure. Alors, l'article 2 permet d'ouvrir plus largement la possibilité de dérogation au calcul de la réserve spéciale de participation. Cette possibilité élargie s'explique en grande partie du fait de la complexité de la formule de calcul existante qui, de l'aveu de nombreuses organisations, nuit à la lisibilité du dispositif. Cet amendement vise à ce que le rapport prévu au terme de l'expérimentation comporte une analyse des différentes modalités selon lesquelles cette formule de calcul pourrait être réformée et l'impact de ces différentes solutions sur le dispositif. Ce rapport devra être rendu avant expiration du délai de l'expérimentation et faire l'objet de concertations préalables avec les partenaires sociaux. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour l'amendement 112? Qui est contre? Adopté. Monsieur Cabrolier, amendement 13. Vous avez pas ça, monsieur Cabrolier? Si. Donc là, eh bien, effectivement, c'était plutôt un amendement de repli par rapport au calcul de la RSP, puisque là, on demande un rapport sur la révision de ce calcul de la réserve spéciale de participation. C'est un peu ce qui apparemment a été retenu dans le texte, vous me dites, mais bon, j'en suis pas certain, moi. Madame la rapporteure. Je partage pleinement votre volonté d'étudier de nouvelles méthodes de calcul de la participation, mais j'ai déjà déposé un amendement qui vient d'être voté. Donc, je vous demande de retirer votre... Monsieur le rapporteur. Je retire. Très bien. Merci. Amendement 47, non défendu. On passe au vote de l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe après l'article 2, monsieur Cabrolier. Amendement 14. Oui. Alors, donc là, ça concerne les entreprises qui ont justement dans la formule le calcul de la RSP souvent des capitaux propres importants, donc c'est plutôt les grandes entreprises. Et donc avec le calcul actuel, quand on retire 5% de ces capitaux propres, la RSP est nulle. Donc l'amendement vise à obliger donc, les entreprises de plus de 1000 salariés à les obliger à négocier une formule du calcul de la RSP plus favorable que l'actuelle, et de façon à ce que, quand elles dégagent des bénéfices sur les 3 dernières années, eh bien, elles soient obligées d'avoir une formule qui permet de distribuer une participation aux salariés, ce qui n'est pas toujours le cas du fait du montant de leurs capitaux. Madame la rapporteure. Le propre d'une formule légale de participation est que tout le monde peut s'y référer, ce qui n'empêche pas une autre formule d'être négociée et imposée en entreprise, à condition qu'elle aboutisse à des versements pour les salariés au moins équivalents à ceux résultant de l'application de la formule légale. La dérogation que nous ouvrons pour les entreprises plus petites ne se justifie pas pour les entreprises visées par votre amendement. Je vous invite donc à faire confiance aux chefs d'entreprise et aux salariés dans leur capacité à dialoguer et à échanger pour adapter la formule de participation lorsque c'est nécessaire. Avis défavorable. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour l'amendement 14? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 3. Monsieur Cabrolier, amendement 18. Donc sur l'article 3, quand les entreprises obéissent aux critères de 1%, enfin aux 3 critères qui leur imposent de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Parmi ces dispositifs, il y a la PPV, la prime de partage de la valeur. Et donc la crainte, c'est de voir un chef d'entreprise, c'est plutôt rare, mais en tout cas ça existe, qui échappe aux contraintes en utilisant la PPV
et en versant très peu au travers de la PPV, qui est désocialisée, défiscalisée, et qui peut concerner que quelques salariés, en tout cas, qui est beaucoup moins équitable que l'intéressement ou la participation. Donc cet amendement vise à exclure la PPV des dispositifs de partage de la valeur en cas de cumul des 3 conditions pour la mise en place. Madame la rapporteure. La prime de partage de la valeur est un dispositif plébiscité par les chefs d'entreprise, chers collègues, du fait de sa simplicité d'utilisation. Elle est plafonnée de telle sorte que les entreprises qui ont les ressources humaines et financières pour mieux partager la valeur sont déjà incitées à recourir aux autres dispositifs. Votre amendement aurait comme conséquence de dissuader les chefs de petites entreprises de procéder à un partage de la valeur simple administrativement, ce qui nuirait au pouvoir d'achat des salariés. Cela irait par ailleurs contre la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l'ANI. Avis défavorable. Qui est pour l'amendement 18? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement 100, Monsieur Boulou. Oui, je vais essayer de défendre au mieux l'amendement de mon collègue Potier. C'est un amendement qui vise à prendre en compte la spécificité des SAPO, qui sont une forme de coopérative ouvrière, qui par nature répartissent déjà la valeur de manière plus juste qu'une entreprise normale. Donc il s'agit de faire une exonération pour les plus fragiles de ces SAPO, bien entendu, en mettant des conditions qu'elles distribuent par ailleurs, conformément à leur statut. Madame la rapporteure. Je souhaite que nous puissions développer les dispositifs de partage de la valeur dont la participation afin que tous les salariés en bénéficient. À ce titre, il n'y a aucune raison d'exclure les sociétés anonymes à participation ouvrière de cette nouvelle obligation. Même si leur modèle est vertueux par nature, cela n'exclut pas d'aller plus loin pour ces sociétés également. Enfin, il existe aujourd'hui une dizaine de sociétés de ce type de moins de 50 salariés. Il est fort probable qu'aucune d'entre elles ne remplisse la condition sur le bénéfice fixé par l'ANI. Avis défavorable. Qui est pour l'amendement 100? Qui est contre? Rejeté. Vote de l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Après l'article 3, amendement 104, Monsieur Boulou. Oui, alors, c'est un amendement de mon collègue Gage. Il vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect d'indicateurs de partage de la valeur, en constatant qu'il y a quand même beaucoup d'exonérations et qui pèsent sur le budget de la sécurité sociale. Donc notre volonté est de pouvoir conditionner ces exonérations à ces indicateurs de partage de la valeur. Madame la rapporteure. Le dispositif que vous proposez n'a pas du tout été envisagé par l'ANI. Ce dernier privilégie plutôt les mécanismes incitatifs aux contraintes. Il ne faut pas, à mon sens, déroger à cette philosophie. Le comité de suivi de l'ANI s'assurera du respect des objectifs de l'accord en matière de déploiement des dispositifs de partage de la valeur. Je vous propose de plutôt faire confiance au dialogue au sein de chaque entreprise pour diffuser les dispositifs de partage de la valeur. Cela me semble plus pertinent que d'imposer des nouvelles contraintes aux entreprises. Avis défavorable. Monsieur Amiel. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce qui est un peu surprenant dans cet amendement, chers collègues, c'est que vous n'êtes pas capable de préciser à quels critères il faudrait conditionner les exonérations de cotisations sociales. Et donc, en quelque sorte, c'est trop ou trop peu. S'il y a des bonnes règles en matière de partage de la valeur valables pour l'ensemble de l'économie, alors il faut les mettre dans la loi. Et s'il y a au contraire des règles qu'il faut pouvoir adapter à la diversité des entreprises, des secteurs, alors il faut faire confiance au dialogue social. C'est l'esprit de l'accord national interprofessionnel et c'est l'esprit de la loi que nous défendons aujourd'hui. Monsieur Boulou. Oui, merci pour ce commentaire. Je vous l'avoue, je découvre les amendements de mes collègues qui me l'ont donné très tard. Donc je laisserai Jérôme Gage le défendre en commission des affaires sociales ce soir. Bien, on passe au vote de l'amendement 104. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Monsieur Cabrolier, l'amendement 16. Donc là, ça consiste à harmoniser le forfait social qui est appliqué. Les entreprises se plaignent souvent d'une complexité de tous ces mécanismes de dispositifs de partage à la valeur. L'idée, là, c'est de faire en dessous de 250 salariés, que ce soit pour l'intéressement ou la participation. Le forfait social serait de 20%, là où aujourd'hui, c'est à moins de 50 salariés pour la participation. Et du coup, le manque à gagner, eh bien, on augmenterait par contre de 20 à 21% le forfait social pour les entreprises
de plus de 5000 salariés pour compenser ce manque à gagner qui est estimé, j'ai vu, à 586 millions d'euros. C'est quelque chose qui a déjà été défendu par le passé et voilà, c'est un amendement que je reprends. Madame la rapporteure. Alors, le rapport de mes collègues Louis Marguerite et Eva Sas évoquait une tradition de forte instabilité du forfait social. Il démontre que cette forte instabilité nuit à nos entreprises. Je vous propose donc de ne pas modifier une nouvelle fois le régime fiscal applicable en la matière. Nos entreprises ont besoin de stabilité dans les règles établies. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement 42, 43, 44, pas défendu. 99, Monsieur Boulou. Vous pouvez dire défendu? Ah non, vous n'avez pas le micro. Pardon, excusez-moi. Ça y est, vous l'avez. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à réduire les allégements de cotisations sociales consentis aux entreprises lorsque le salaire minimum conventionnel de la branche dont elles relèvent est inférieur au SMIC. Madame la rapporteure. Les allègements de cotisations sociales sur les bas salaires sont un des leviers pour lesquels l'employabilité des personnes peu qualifiées est favorisée. De surcroît, votre amendement créerait une charge nouvelle pour les entreprises, ce qui se ferait au détriment des augmentations de salaire qu'elles octroient à leurs salariés quand elles le peuvent. Avis défavorable. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 97. Monsieur Boulou. Cet amendement vise à porter le niveau du SMIC à 1 600 € net mensuels. Madame la rapporteure. Alors, chers collègues, je vous rejoins sur le fait que le premier outil de partage de la valeur en entreprise demeure le salaire. Sur la forme, l'objet de ce projet de loi est de transposer l'ANI. Or, les organisations syndicales et patronales sont convenues dès le début des négociations d'exclure les questions des salaires pour se concentrer sur celles du partage de la valeur. Il me semble malvenu que le législateur revienne sur le préalable de leurs négociations. Sur le fond, une augmentation unilatérale et aussi importante du SMIC aurait pour conséquence de désorganiser notre économie. Les augmentations de salaire relèvent, à mon sens, des négociations à toutes les échelles, entreprises et branches. Elles doivent aboutir dès que c'est possible. Avis défavorable. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. On passe au 18, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ouvrir une conférence nationale sur les salaires en donnant aux partenaires sociaux 6 mois pour négocier des accords de branche en vue d'une augmentation des salaires minima hiérarchiques. Madame la rapporteure. Le processus que vous appelez de vos voeux est déjà en cours. La Banque de France a publié un bilan des hausses de salaires négociées en France en 2022. Il en ressort que les négociations salariales de branche se sont conclues par une augmentation des salaires de 5% en moyenne contre 1% ces dernières années, en lien direct avec l'inflation et les hausses du SMIC. Des accords continuent d'être trouvés comme très récemment dans le secteur public avec une nouvelle hausse du point d'indice ou dans les branches assurances. Défavorable. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 4, l'amendement 20, Monsieur Cabrelier. Donc, là c'est cet article 4 demande à supprimer le report de 3 ans quand l'entreprise a mis en place un intéressement. Mais la loi Pacte impose qu'il y ait 5 années consécutives avec franchissement du seuil pour les entreprises donc, de moins de 50 salariés pour mettre en place donc, la participation. Là, l'idée, c'est de ne pas mettre 5 années consécutives, mais c'est de mettre 5 années en moyenne, parce qu'il peut très bien y avoir 3 années à 55 salariés, il suffit que l'entreprise à un moment redescende à 49, pour repartir là aussi sur 5 ans. Donc 5 plus 3 aujourd'hui, ça peut être 8 ans. Donc l'idée, c'est de remplacer consécutif par moyenne. Là aussi, c'est quelque chose qui est ressorti des auditions auxquelles j'ai assisté. Merci. Madame la rapporteure. Alors, le projet de loi prévoit déjà un assouplissement du seuil de 50 salariés qui permettra d'augmenter le nombre d'entreprises où la participation est obligatoire et donc le nombre de salariés bénéficiaires conformément à l'ANI. Je vous invite à respecter l'accord des partenaires sociaux et à attendre qu'un bilan puisse être établi de cette mesure avant d'évaluer s'il convient d'assouplir encore davantage ce seuil. Avis défavorable. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au vote de l'article 4. Qui est pour?
Qui est contre? Adopté. Après l'article 4, 79 non défendu, 90, pardon, monsieur Boulou. C'est bon, je l'ai, merci. Cet amendement vise à prévoir la remise d'un rapport faisant le bilan de la loi Pacte de 2019 et notamment son article 11. Et par ailleurs, c'est pour aller dans le sens des signataires de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel, qui, à l'article 8, demande au service du ministère du Travail de réaliser d'ici la fin de 2024 un bilan de l'impact de ces dispositions de la loi Pacte. Madame la rapporteure. Alors, une évaluation des effets de la loi Pacte sur le déploiement de la participation dans les entreprises autour de 50 salariés me semble prématurée, eu égard à la crise sanitaire qui a perturbé le caractère significatif des données et leur comparaison possible avec les données des années précédentes. Les futurs rapports du comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte seront toutefois l'occasion de travailler sur ce point. Par conséquent, l'objectif de votre amendement me semble satisfait. Demande de retrait. Merci. Non, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 90? Qui est contre? Rejeté. 49 non défendu. 12, monsieur Cabrolier. Oui, donc là, ça concerne, le but, c'est de pouvoir remettre en cause justement l'attestation du commissaire aux comptes quand il y a soupçon de fraude fiscale de la part d'une entreprise. L'attestation du commissaire aux comptes, au départ, était faite pour mettre en adéquation, en tout cas valider la concordance qui permettait de calculer l'impôt sur la société à partir du résultat de l'entreprise, bien sûr, et d'autre part, la participation par rapport aux bénéfices qui est tiré. Donc c'était pour attester de la concordance des deux. Aujourd'hui, tout ça se retourne un peu contre les salariés quand il y a un soupçon de fraude ou de transfert de profit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir remettre en cause cette attestation du commissaire aux comptes au travers de... Enfin, cet amendement donc, parle de cela. Merci. Madame la rapporteure. Alors, il s'agit d'un sujet important et technique. J'ai interrogé l'administration sur cette question et je peux vous fournir les détails de leur analyse. L'article D3324-40 du Code du travail précise déjà que le montant de la réserve spéciale de participation doit être recalculé lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou le juge de l'impôt, ce qui répond à votre préoccupation. Cependant, le mode de calcul porte sur l'année du redressement et ne bénéficie qu'aux salariés encore présents, d'où la difficulté rencontrée. Mais il est difficile de prévoir une autre option pour des raisons pratiques et d'ordre social. Premièrement, car il serait difficile pour l'entreprise de remonter dans le temps pour verser le complément à des salariés qui notamment peuvent avoir changé d'employeur entre-temps. D'autre part, parce qu'une rectification d'un exercice peut se traduire par des rectifications en corrélation et à la baisse de certains autres exercices. Pour faire simple, si la conséquence de ces ajustements était tirée sur un exercice passé, elle aurait pour conséquence d'obliger des salariés à restituer l'excès de participation reçu au titre des exercices dont le bénéfice est revu à la baisse. Donc avis défavorable. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 5, amendement 45, non défendu. 80. Si, 45. Non, non défendu. 80. Non défendu. 91, monsieur Boulou. Oui, merci. Cet amendement vise à transposer correctement l'accord national interprofessionnel sur le côté automatique du supplément de participation ou d'intéressement. En effet, dans l'état du projet de loi, cette automaticité n'a pas été transposée. Donc il s'agit d'être fidèle, Madame la rapporteure, comme vous l'indiquez, à l'accord. Madame la rapporteure. Merci, mon cher collègue. Alors, mon analyse est que l'article 5 du projet de loi retranscrit fidèlement l'article 9 de l'ANI. En effet, l'article 9 de l'ANI prévoit que dans les entreprises de 50 salariés et plus, les négociations syndicales doivent porter sur l'insertion d'une clause spécifique dont l'objet est de fixer les modalités de prise en compte des résultats exceptionnels par deux moyens. Ces deux moyens qui sont repris dans le projet de loi sont le versement d'un supplément de participation ou le renvoi à une nouvelle discussion. L'ajout du mot « automatique » qui figure dans l'ANI n'apporte pas, à mon sens, de précision juridique complémentaire car l'objectif est déjà satisfait. Je vous demanderai donc de retirer cet amendement ou à défaut, avis défavorable. On vote qui est pour, qui est contre. Attendez, levez la main parce que
Merci. Rejeté. Le 5 n'est pas défendu. On passe à l'article 5. Qui est pour l'article 5? Qui est contre? Article 5, adopté. On passe à l'article 6. 64, Mme Dufaux, Mme Leduc. Ah, merci beaucoup. Donc, par cet amendement, nous proposons de supprimer l'article 6 qui rend possible le versement d'une deuxième prime de partage de la valeur au titre d'une même année civile. L'effet d'aubaine des primes est chiffré. Selon l'INSEE, 30% du montant des primes Macron, soit près d'1,2 milliard, rien qu'entre juillet et décembre 2022, a remplacé de vraies augmentations de salaire pérennes et durables. Contrairement à une hausse de salaire, une prime n'est pas pérenne et demeure aléatoire alors qu'on ne peut pas revenir sur une hausse de salaire. Par ailleurs, vous le savez comme moi, mes chers collègues, les primes ne sont pas comptées dans le calcul de la pension de retraite ni dans le calcul de l'assurance chômage. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, par cet amendement de suppression, vous proposez de supprimer 2 éléments importants. Non seulement la faculté pour les chefs d'entreprise de distribuer 2 primes plutôt qu'une, ce qui est fort dommageable pour le pouvoir d'achat des salariés, mais aussi de supprimer les autres dispositions de l'article qui prévoient pour mémoire notamment que la prime peut alimenter un plan d'épargne. Je suis évidemment très défavorable à cette disposition qui s'oppose frontalement à ce que prévoit l'ANI. Avis défavorable. Est-ce qu'on passe au vote? Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 71. Oui, alors un amendement de repli, dirons-nous. Donc vous avez bien compris qu'on était absolument contre le principe des primes. Là, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas exonérer ces primes au moins d'un type de cotisation. Évidemment, les cotisations vieillissent, puisque nous avons eu des longs débats sur le déficit de la caisse de retraite, et on se retrouve avec des orientations politiques gouvernementales qui vont vers le fait d'alléger de plus en plus de parties de la rémunération de cotisations sociales, et donc on aggrave le déficit de nos caisses de sécurité sociale. Merci. Madame la rapporteure. Le cadre fiscal avantageux dont bénéficient les PPV incite les chefs d'entreprise à y recourir pour redistribuer la valeur au sein de l'entreprise quand ils ne sont pas en capacité d'augmenter les salaires. Comme évoqué précédemment sur un amendement similaire concernant d'autres dispositifs, je vous invite à faire confiance au dialogue social au sein des entreprises qui aboutira à des hausses de salaire quand c'est possible et à ne pas entraver le déploiement des dispositifs de partage de la valeur prévus par ce texte. Donc, avis défavorable. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ça a été rappelé par notre collègue Alma Dufour. La série d'amendements qui est ici présentée vise au même but, c'est-à-dire, au fond, à réduire ou à supprimer la prime de partage de la valeur. Je crois qu'on pourrait les rebaptiser entre l'idéologie et les salariés, toujours privilégier l'idéologie. Parce que la réalité de ces amendements-là, c'est quand même que, quelles que soient les estimations dont on dispose, et celles que vous citez de l'INSEE sont provisoires, la très grande majorité des primes n'auraient pas été versées sous une autre forme si la prime de partage de la valeur, dite aussi prime Macron, n'existait pas. Et donc, si l'on avait adopté ces amendements, si on les adoptait maintenant, ce serait plusieurs milliards d'euros de pouvoir d'achat que l'on retirait aux salariés de notre pays tous les ans. Merci. Pour le 4e trimestre, elle n'est pas provisoire, hein, monsieur Amiel. Elle n'est pas provisoire. Éventuellement, vous pouvez dire qu'elle sera peut-être remise, ça sera peut-être plus la même chose par la suite. Mais au 4e trimestre, le fait est, c'est qu'il y a eu une somme hors proportion qui a été versée sur la prime, sur cette prime. Et si vous vous rappelez, l'INSEE eux-mêmes disaient que c'était environ 30% de non-versement d'augmentation de salaire par rapport à cette prime. Je fais rapport au... Qui est pour l'amendement 71? Qui est contre? Rejeté. On passe au 72. Bon, je continue. Donc là, il s'agit du même type d'amendement de repli, mais cette fois d'interdire d'exonérer les primes de cotisation pour l'assurance chômage. Je vais vous répondre directement, monsieur Amiel. C'est pas vrai aujourd'hui que les entreprises donnent des primes suffisantes pour le pouvoir d'achat des gens, que les entreprises augmentent les salaires quand il le faut. Nous avons passé littéralement 1 an à assister des salariés dans énormément de secteurs, dans la logistique, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, qui étaient démunis face à leur employeur, qui ont passé des jours de grève, voire des mois de grève pour obtenir des augmentations, même pas à la hauteur de l'inflation. Souvenez-vous du cas le plus emblématique, les salariés de Total Energy, qui ont réussi à obtenir gain de cause, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a eu des centaines de grèves dans toute la France et qui n'ont pas toutes été suivies d'effets. Ça, c'est la réalité du dialogue social aujourd'hui en France. D'accord? Et nous donnons les chiffres de l'INSEE, vous dites qu'ils sont provisoires, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Donc à un moment donné, oui, nous affirmons
que le fait d'ouvrir ce droit aux primes va permettre aux employeurs de ne pas verser les salaires qui sont exigés par de nombreux salariés dans de nombreux secteurs. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Mêmes arguments et même avis que l'amendement précédent. Avis défavorable. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais interpeller ma collègue de la NUPES. On aura ce débat, évidemment, beaucoup plus profondément dans l'hémicycle, mais j'avoue que je ne comprends pas votre positionnement. On peut trouver que l'accord n'est pas suffisamment ambitieux, on peut trouver au contraire qu'il est trop ambitieux, mais en tous les cas, c'est un accord, un large accord, qui a regroupé quasi l'intégralité des forces syndicales. Donc si vous n'êtes pas... Donc ces amendements déséquilibreraient cet accord tel qu'il a été signé. Je vois dans vos propositions, dont je ne doute pas de la sincérité, mais je vois quand même une attaque contre l'accord qui a été signé par les syndicats et je m'en émeus. Monsieur le rapporteur est ému. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 72 avec les motions du rapporteur? Qui est contre? Rejeté. Le 21, Monsieur Cabrolier. Oui, donc pour inciter les chefs d'entreprise à diffuser encore plus la prime de partage de la valeur, cet amendement consiste à rendre éligible justement la PPV aux chefs d'entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, tout en plafonnant sa prime aux salariés au maximum de ce qu'un salarié dans son entreprise non mandataire social touche, et à condition donc de l'avoir versé à tous les salariés. Donc l'idée, c'est de rendre éligible le chef d'entreprise qui est en société ou parfois en profession libérale, mais qui exerce en nom propre ou par le biais d'une société. Voilà. Madame la rapporteure. Alors, l'objectif de cette prime de partage de la valeur est de permettre à un chef d'entreprise ne pouvant pas augmenter de manière pérenne les salaires de distribuer tout de même un supplément de pouvoir d'achat aux salariés. Il ne me semble donc pas opportun de prévoir qu'un chef d'entreprise puisse la distribuer à lui-même. Avis défavorable. Merci. Allez-y, Monsieur Cabrolier. Ça peut être un frein pour certains. Il y en a qui ont plaisir à le distribuer et ils ne sont pas concernés, mais il y en a, s'ils sont eux-mêmes concernés, ça sera un plus. Voilà comment on voit les choses. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 66, qui le défend? Madame Le Duc. Oui, merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons que les exonérations de cotisation sur la prime de partage de la valeur s'arrêtent si le versement de la prime ne donne pas suite, l'année suivant son attribution, à une augmentation de salaire. Cet amendement vient assurer la pleine opérationnalité de notre proposition visant à permettre une augmentation de salaire durant l'année suivant le versement d'une prime de partage de la valeur. Madame la rapporteure. Mêmes arguments et même avis que pour l'amendement 65. Avis défavorable. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 65. Par cet amendement, nous proposons que le versement de la prime de partage de la valeur donne suite à une augmentation pérenne de salaire. Pour que la prime de partage de la valeur joue réellement ce rôle, nous proposons que les salariés bénéficiaires reçoivent une augmentation à hauteur de 50% du montant de la prime touchée l'année après le versement de la prime. Madame la rapporteure. Alors, comme je l'ai déjà rappelé, le principe de la PPV est justement de permettre qu'un chef d'entreprise qui n'est pas en mesure d'augmenter les salaires, de distribuer la valeur créée. Avec votre dispositif, c'est toute l'attractivité de la PPV plébiscitée par les chefs d'entreprise qui serait affectée. Je fais confiance au dialogue social au sein de chaque entreprise pour aboutir à des augmentations de salaire dès qu'elles sont possibles. Défavorable. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement saisir cet amendement pour rappeler quand même la philosophie des dispositifs de partage de la valeur et leur articulation avec le salaire. Le principe est assez simple. Quand une entreprise a une augmentation durable de sa rentabilité, de sa profitabilité, elle doit augmenter durablement la rémunération des salariés par le salaire. Et quand elle a une augmentation temporaire, provisoire, qui ne dure que quelques mois, parce qu'elle a eu un bon marché, parce qu'elle a eu une bonne nouvelle temporaire, alors il ne faut pas qu'elle ne fasse rien en direction des salariés. Au contraire, c'est là où elle doit se saisir des instruments provisoires. Donc il y a bien deux instruments, une prime de partage de la valeur, participation, intéressement d'un côté, salaire de l'autre, pour garantir que les salariés puissent bénéficier de la juste rétribution de leur travail dans les deux cas. Voilà.
Donc on verra avec les prochaines études de l'INSEE si le 4e trimestre se proroge, parce que dans ces cas-là, ça voudra dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas tout à fait comme c'est expliqué. On est d'accord? Oui, mais on verra bien par la suite. Ouais, enfin, en gros, on verra si la prime de valeur ajoutée devient un dispositif pérenne qui remplace des salaires, ce qui a été le cas du 4e trimestre. On verra si ça se prolonge. Alors, attendez, parce que du coup, je me suis perdu. C'était le 65. Pour 65, contre, rejeté. Si ça ne vous dérange pas, je vais dire même vote après. 67. Madame la rapporteure. On défend pas même avis, même vote. On passe au 69. 69. Pardon. Donc par cet amendement, notre groupe instaure un plafond de versement pour la prime. Tout le salarié dont le salaire brut mensuel est supérieur à 3 494 € brut mensuel, à savoir 2 SMIC, ne pourra la percevoir. Il est en effet incompréhensible qu'aucun plafond ne soit prévu. Rien ne justifie que la sécurité sociale paye, parce que c'est bien ça le problème aussi dont on parle depuis tout à l'heure. Vous nous parlez de la question des profits qui ne seraient pas pérennes. Je dois quand même vous alerter sur le fait que les grands groupes qui réalisent de manière substantielle des bénéfices année après année, sauf année exceptionnelle, mais la plupart des années c'est des bénéfices comme Total Energy, n'augmentent pas pour autant les salaires à hauteur de l'inflation. Donc ça, c'est pas vrai dans la réalité économique. Il n'y a pas de corrélation directe entre augmentation des bénéfices de façon stable et structurelle et augmentation des salaires. On voit au contraire que ça se fait surtout dans des secteurs tendus où il y a des difficultés de recrutement, mais c'est pas forcément des entreprises qui font des gros bénéfices. Ça peut être aussi des PME, des PMI. Dans la restauration, dans l'industrie, il n'y a pas de corrélation directe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, vous donnez au patron le pouvoir de donner du salaire sans cotisation. Et donc, le sujet est vraiment le déficit que cela crée dans nos systèmes de sécurité sociale, d'où notre amendement. Merci. De bon sens. Madame la rapporteure. Je souhaite que tous les salariés puissent bénéficier du meilleur partage de la valeur en entreprise que permet ce projet de loi, y compris ceux qui gagnent plus de 2 fois le SMIC. C'est le sens de l'accord signé par les organisations patronales et syndicales. Je rappelle aussi que les avantages fiscaux et sociaux sont moindres pour les salariés dont la rémunération annuelle dépasse 3 SMIC. Il existe donc déjà un cadre limitant le dispositif et il ne convient pas de l'alourdir encore plus. Avis défavorable. Merci. On passe au vote qui est pour. Même vote. Rejeté. Amendement 35. Ah oui, pardon. Je suis désolé. Merci, Monsieur le Président. Simplement, j'ai nul doute que cet amendement va être rejeté parce que je ne vois pas au nom de quoi, quand on gagne... Non, mais moi, il avait indiqué sa volonté de parler. Donc, je ne vois pas au nom de quoi, quand on gagne 2 fois plus que le SMIC, on n'aurait pas le droit d'être intéressé au partage de la valeur dans une entreprise. C'est le sujet de votre amendement, Madame Dufour, parce que moi, si demain j'ai quelqu'un qui gagne 3 940 € et 50 centimes, il n'aura pas le droit à la prime de partage de la valeur. Alors vous irez lui expliquer, vous irez l'expliquer dans votre circonscription. Un mot peut-être sur l'effet de substitution, en admettant que ce que dit l'INSEE est fondé, qui est 30% d'effet de substitution, ça reste néanmoins 560 € en moyenne, en plus par bénéficiaire par an. Il y a 5 millions de salariés qui en ont bénéficié. Moi, je suis assez fier d'avoir voté cette disposition qui permet à 5 millions de Français de gagner 560 € en plus par an. Bon, même vote. Je pense que... Madame Louwagie, pour l'amendement 35. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je crois qu'on peut tous, en tout cas, se réjouir, en tout cas moi, de cet article 6 qui renforce, je dirais, l'inscription de la prime de partage de la valeur dans le champ de l'épargne salariale. Parce que c'est vrai que quand on fait un petit bilan, on s'aperçoit que finalement... Seulement la moitié des salariés des entreprises françaises bénéficient aujourd'hui d'un dispositif d'épargne salariale et que, pour ma part, je pense qu'il faille favoriser la promotion de tous ces outils d'épargne salariale. C'est la raison pour laquelle, à travers cet amendement, je vous propose de prévoir une disposition expresse qui permettrait de garantir aux salariés la possibilité d'affecter à un plan d'épargne salariale toute ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur. C'est-à-dire que l'accord d'entreprise ou la décision unilatérale de l'employeur prévoit de manière explicite et très claire, dans son accord ou dans sa décision, cette possibilité. Madame la rapporteure. Alors, je partage complètement la philosophie de votre amendement, car je suis favorable au renforcement de l'épargne salariale et sensible à votre idée d'harmoniser les règles en la matière pour la PPV par rapport à celles existant pour la participation.
Toutefois, en l'état, la rédaction de votre amendement conduirait à obliger toutes les entreprises à disposer d'un PE ou d'un PER, y compris les plus petites d'entre elles, ce qui pourrait nuire au déploiement de la PPV dans les petites entreprises, où elle est pourtant particulièrement appréciée en raison de sa simplicité. Je vous propose donc de retravailler cet amendement en vue de la séance et pourquoi pas en vue de le retravailler ensemble. Oui, merci de votre réponse, Madame la rapporteure. Donc, je retire mon amendement parce qu'effectivement, je n'avais pas mesuré les impacts que vous soulignez. Donc, je le redéposerai en séance. 87 non défendus, 68. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, avec cet amendement, nous proposons de conditionner l'exonération de cotisation de la prime de partage de la valeur à l'absence de filiales dans les paradis fiscaux. Comme toutes les exonérations, celles-ci ne sont soumises à aucune contrepartie, comme d'habitude pour l'entreprise bénéficiaire. Elles bénéficieront donc à un des groupes qui ne paye pas l'impôt en France, comme les exemples ont été multiples ces derniers mois. Je pense à la fraude massive de McDonald's, 737 millions d'euros échappés, le circuit d'évasion fiscale de General Electric, l'absence d'impôts payés en France par McKinsey avec la complaisance de l'État, etc. Puisque ces entreprises fraudent et donc nous volent de l'argent, il n'y a aucune raison de leur faire bénéficier d'aides supplémentaires. Nous proposons donc de conditionner l'exonération de cotisation de la prime de partage de la valeur à l'absence de filiales dans les paradis fiscaux. Ce serait un début de message sur ces paradis fiscaux de lutte réelle contre l'évasion fiscale de notre pays pour cesser cette hypocrisie. Alors, Madame la rapporteure, et j'ai noté que M. Lefebvre s'était inscrit. Je pense qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois avec ce projet. Les entreprises qui ont des pratiques frauduleuses doivent être sanctionnées financièrement, comme c'est déjà le cas, et je ne doute pas de l'implication des équipes du ministère sur ce sujet. Par ailleurs, en cas de fraude, il est plus simple pour l'administration fiscale de récupérer les sommes par une sanction financière unique que de multiplier les contrôles qui mobiliseraient du personnel aux dépens de la lutte globale contre la fraude. Enfin, votre amendement conduirait à pénaliser les salariés de ces groupes alors qu'ils ne sont en rien responsables de la structure financière de leur employeur. Avis défavorable. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Non, moi, je m'étonne de ce que dit notre collègue Leduc. Elle parle de complicité de l'État s'agissant de l'entreprise McKinsey. J'imagine qu'elle a des preuves derrière ce qu'elle avance. On est ici en démocratie. Le secret fiscal, ça veut dire quelque chose. Et la défense des intérêts contradictoires également. Donc, j'imagine que notre collègue Leduc a des preuves de ce qu'elle avance et qu'elle va pouvoir nous en faire part dans les minutes qui viennent. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 88. Qu'il défend. Défendu. Madame la rapporteure. Mêmes arguments et même avis que pour l'amendement 65, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 70. Madame la rapporteure. Je suis très opposée à votre amendement. Outre le fait que vous proposez la suppression d'une avancée proposée par l'ANI, la possibilité que la PPV abonde l'épargne salariale permet aux salariés de se constituer une épargne de long terme qui pourra leur être utile plus tard. Je rappelle qu'aucune obligation n'est créée. Tout salarié pourra choisir de la percevoir immédiatement s'il le souhaite. Faites confiance aux salariés pour déterminer ce qui est le mieux pour eux. Avis défavorable. Même vote. Rejeté. 22, Monsieur Cabrolier. Oui, donc la prime de partage de la valeur, le salarié, vous l'inscrivez comme l'intéressement, vous lui permettez de verser sa PPV dans un plan d'épargne entreprise. Contrepartie, on le sait, il a une exonération de l'IR. Mais justement, l'entreprise peut abonder ce versement. Si elle le fait, il y a une fiscalité de 10%, un forfait social de 10% qui est pris. Donc cet amendement vise à inciter l'entreprise à abonder le versement de la PPV dans un PEE en supprimant ces 10% de l'abondement de l'entreprise. Madame la rapporteure. Je ne suis pas favorable. Il faut fermer votre micro, collègue. Monsieur Cabrolier. Je ne suis pas favorable à une nouvelle baisse du forfait social dans ce texte, car l'ANI ne prévoit en aucun cas une telle mesure et cela risquerait de remettre en question les équilibres trouvés par les partenaires sociaux.
Par ailleurs, une baisse aurait nécessairement un coût sur le financement de la protection sociale. Et enfin, comme je l'ai rappelé, le rapport de nos collègues Louis Marguerite et Eva Sas évoquait une tradition de forte instabilité du forfait social. Il démontre que cette forte instabilité nuit à nos entreprises. Pour ces raisons, avis défavorable. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 82 n'est pas défendu. On passe au vote de l'article 6. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 7, 73, Madame Leduc, Madame Dufour. Oui, excusez-moi. Donc, par cet amendement, le groupe LFI NUPES demande la suppression de l'article 7. En effet, le plan de valorisation salariale ne permet pas, en fait, ne donne pas accès aux salariés à la gouvernance de l'entreprise. Donc, je cite un chercheur, Nicolas Aubert, spécialisé de l'actionnariat salarié. On a d'un côté une prime conjoncturelle et de l'autre une dotation en patrimoine qui ouvre des droits. Un plan de valorisation, c'est juste de l'actionnariat salarié au rabais. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Je trouve assez dommage que vous vous opposiez tant au consensus issu de l'ANI qu'à une nouvelle mesure permettant d'associer les salariés à la valorisation de leur entreprise. La suppression de cet article nuirait aux salariés. Cela n'aurait aucun sens de supprimer un dispositif supplémentaire qui permet de partager la valeur créée. D'autant qu'il est issu d'un dialogue social constructif entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales. Donc, avis défavorable. Madame Dufour. Non, mais je vais rebondir quand même sur la question du dialogue social. Le fait que la CGT n'ait pas signé cet accord veut dire pour nous quelque chose. Et oui, ils ne signent rien, mais parce que forcément les autres, vous les mettez dans une situation où vous refusez d'augmenter les salaires et d'indexer les salaires sur l'inflation. Donc c'est déjà mieux que rien, donc ils vont signer. Moi, je suis désolée, je suis aux côtés de la CGT, qui a fait preuve de beaucoup de mobilisation, oui, et tout le monde le sait, des mobilisations pendant la réforme des retraites. Et là, ça me fait beaucoup rire de vous entendre parler de dialogue social. Vous vantez le compromis avec les syndicats. Mais qu'est-ce que vous avez fait du dialogue social pendant la réforme des retraites ? Là, ça ne vous dérangeait pas de ne pas écouter les syndicats à ce moment-là. Je trouve ça quand même un peu gonflé. Juste, si, c'est vrai, je suis désolée, mais c'est vrai. Donc, gardez vos arguments, au moins soyez un peu, je ne sais pas, impartiaux. Nadia. Non, pardon. Bon, attendez. Oui, non, mais... Oui, mais il y avait l'avis du rapporteur. Monsieur Amiel. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis simplement un peu étonné à la fois, évidemment, par la suppression qui montre la capacité quand même de certains à croire à la place des salariés ce qui est mieux pour eux, puisque c'était issu effectivement du dialogue avec les organisations syndicales avec qui nous avons longuement échangé pour préparer cette loi. Par ailleurs, vous dites que vous vous y opposez parce que c'est de l'actionnariat salarié au rabais. Mais dans des amendements qui viennent, je pense notamment à ceux à l'article 13, vous vous opposez à l'actionnariat salarié tout court. Donc je pense que ça aurait le mérite de l'honnêteté de dire dès ici que la France insoumise s'oppose à l'actionnariat salarié tout court. Allez, on continuera ce débat en séance. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 23, Monsieur Cabrolier. Oui, je sais bien, mais j'ai dit qu'on faisait un pour, un contre. Alors, ce plan de valorisation, le problème, c'est qu'il rentre en concurrence quand même avec la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié, surtout pour les entreprises qui ne l'ont pas encore mis en place. Donc, parce que bon, la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié, ça nécessite l'accord des 2/3 des voix lors d'une assemblée générale. Donc, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc là, l'idée, c'est de réserver ce plan de valorisation aux entreprises non cotées, puisque celles qui sont cotées, par définition, ont le choix entre les deux dispositifs. Donc la crainte, c'est que ce plan de valorisation se fasse au détriment de l'actionnariat salarié, qui reste à développer et qui doit rester la priorité. Madame la rapporteure. Votre amendement, chers collègues, est contraire au compromis auquel ont abouti les partenaires sociaux qui ne prévoient pas de le limiter aux entreprises non cotées. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 111. Monsieur Lefebvre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui a pour objet de rehausser le plafond de distribution de la prime en passant des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale au plafond annuel lui-même. Parce que j'ai cherché dans le code de la sécurité sociale, mais je n'ai pas trouvé de trace d'exemple de montant qui était plafonné aux 3/4 du plafond annuel. C'était plutôt le plafond lui-même qui était utilisé comme référence. Madame la rapporteure. Alors, vous proposez dans cet amendement, chers collègues, de modifier le dispositif tel qu'il résulte du consensus de l'ANI. Je vous propose plutôt d'attendre de faire un premier bilan de ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise totalement nouveau avant d'envisager de le modifier. Le montant des 3/4 a été défini par le gouvernement en concertation avec les organisations syndicales et patronales. Je ne suis pas en mesure de vous fournir à ce stade des explications précises de ce choix.
Le ministre n'étant pas présent à cet examen pour avis, je vous invite donc à retirer votre amendement et le redéposer en séance. Demande de retrait. Madame la rapporteure. Merci. 83, pas défendu. 74. Oui, par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales appliquées à la prime de partage de valorisation de l'entreprise. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pleurer sur le déficit de la caisse des retraites un jour et le lendemain faire voter des partages de la valeur qui sont exonérés de cotisations. Encore une fois, et vous parliez des salariés tout à l'heure, je suis désolée, on échange avec beaucoup de salariés en réalité sur nos territoires. Le nombre de personnes qui ont travaillé dans l'industrie et qui vous disent « moi je suis allée regarder pour le calcul de ma pension de retraite et toutes les primes que j'ai touchées dans ma vie, elles n'ont pas été prises en compte ». C'est ça la réalité. C'est ça la réalité pour un ouvrier en fin de carrière. Donc voilà, désolée de vous parler de cette réalité-là. Madame la rapporteure. Comme évoqué précédemment, le régime fiscal et social avantageux de la PPV est l'une des raisons de son succès. Il me semble qu'il ne faut pas modifier ce cadre qui permet de diffuser largement le dispositif et donc d'en faire bénéficier un grand nombre de salariés. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. On passe à l'amendement 110. Monsieur Lefebvre. Oui, merci Monsieur le Président. Le texte prévoit d'exonérer dans la limite de 5% d'impôt sur le revenu les primes issues des plans de partage de valorisation de l'entreprise si elles sont placées et bloquées sur un plan d'épargne. Il est proposé de lever ce plafonnement de 5% qui, là encore, me semble-t-il, ne fait référence à aucun plafonnement existant. Alors, le critère d'exonération d'impôt sur le revenu appliqué me semble déjà largement favorable puisqu'il concerne les sommes allant jusqu'à 1 649 €. Cette mesure avantageuse aura un coût pour les finances publiques et il faudra le prendre en compte si on veut aller au-delà de ce que propose le projet de loi. Demande de retrait. Je le retire. Merci. On passe au vote de l'article 7. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 8, deux amendements qui ne sont pas défendus, le 4 et le 3. On passe au vote de l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe à l'article 13, le 55. Madame Dufour ou Madame Leduc. Avec cet amendement, nous proposons la suppression de l'article 13 qui prévoit d'encourager l'actionnariat salarié en rehaussant le plafond global général d'attribution d'actions gratuites. Le versement d'actions gratuites fait porter des menaces de substitution au salaire, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure. Par ailleurs, elles ont pour vocation d'aligner les intérêts des bénéficiaires avec ceux des actionnaires principaux des entreprises. La financiarisation de la gouvernance d'entreprise qui accompagne la mise en œuvre de tels mécanismes est décriée par les choix favorisant la rentabilité à court terme au détriment d'une vision stratégique de long terme. Enfin, la distribution de tels titres d'entreprise n'est généralement permise que par une opération préalable de rachat d'actions. Une telle opération qui consiste à détruire de la capitalisation boursière ne doit pas être encouragée. Ainsi, plutôt que d'étendre de tels mécanismes, il convient donc d'en supprimer la portée. Madame la rapporteure. Je suis à niveau défavorable à cet amendement dans la mesure où il revient sur l'un des équilibres de l'ANI. Par ailleurs, je ne partage pas votre analyse. À mon sens, la détention d'actions par les salariés incite plutôt à se projeter sur le long terme puisque ceux-ci ont tout intérêt à ce que leur entreprise prospère. Avis défavorable. Madame Hay. Oui, merci Monsieur le Président. J'avoue, ma chère collègue, que je ne vous comprends pas. D'un côté, vous critiquez sans arrêt et dénoncez les dividendes versés aux actionnaires, et de l'autre côté, vous interdisez les salariés de pouvoir en bénéficier de ce dispositif d'actionnariat salarié. Écoutez, sachez que nous y sommes évidemment totalement opposés à la proposition que vous faites et privilégions l'actionnariat salarié pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et je vous invite aussi à mettre donc fin à votre mascarade assez hypocrite d'à chaque fois de taxer les actionnaires des entreprises. Bien, ça je pense que ça sera aussi un débat, à mon avis, qui va aller plus loin que la mascarade. Enfin bon, vous avez cru comprendre, ça va partager pas mal de nos groupes. Oui, enfin bon. Qui est pour l'amendement 55? Qui est contre? Rejeté. Le 56. Alors, je voudrais quand même répondre à Madame Hay et à Madame la rapporteure. On va prendre un cas d'école. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai une petite obsession sur Total Energy, mais c'est pas ça, c'est qu'on les connaît bien et on connaît bien leur fonctionnement. Non, mais petite. Alors, mais ça montre tout ce qu'on reproche à votre système. Total Energy fait des bénéfices, mais vous savez que Total Energy est un grand groupe qui s'est organisé pour évader déjà une grande partie de ses bénéfices, donc une partie des actions que pourraient toucher par exemple les salariés sont déjà évadées. Par ailleurs, c'est un grand groupe qui fait appel à des franchises et à des sous-traitants.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les 3500 stations-service Total qui ne sont pas détenues directement par le groupe, les pompistes sont payés au SMIC. Ils travaillent pour Total franchisé et ils n'auront jamais le droit à l'intéressement dont vous parlez dans cette PPL. C'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, en donnant la possibilité de tronquer, de remplacer des salaires par des primes, de remplacer des salaires par des actions, vous allez créer une inégalité de fait très importante entre le salarié du groupe, le salarié de la franchise, le salarié du sous-traitant, et tous les gens qui travaillent sur une zone industrielle vous le diront et sont au courant de ça. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas fans de ce projet de loi. Voilà, un exemple en premier. Deuxième exemple, évidemment sur Total Énergie encore. Si tous les salariés sont des actionnaires, et qu'on sait que Total doit désinvestir rapidement dans les énergies fossiles, il y a de fait, vous les mettez face à un conflit d'intérêts entre la projection pour l'avenir de leurs enfants et les dividendes. Merci. Madame la rapporteure. Alors, c'était pas trop sur l'amendement, mais donc votre amendement vise à interdire le versement de stock options et d'actions gratuites. Votre amendement contredit frontalement l'ANI qui prévoit au contraire de rehausser les plafonds d'attribution gratuite, notamment pour en faire bénéficier le plus grand nombre de salariés. Par ailleurs, votre argumentaire semble nier le fait que les salariés bénéficient de manière très large de ces mécanismes. Il y a 3,5 millions de salariés actionnaires en France, ce qui nous place au premier rang européen. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais répondre à ma collègue qui ne sera pas surpris par ma réponse. D'abord, notre système, ce n'est pas notre système. Ce projet de loi vise simplement à élargir la participation et élargir le fait que les salariés bénéficient des meilleurs résultats de leurs entreprises. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce que vous appelez notre système, mais en tous les cas, c'est ce que nous faisons. Pour Total, même réponse que tout à l'heure. Si vous avez parlé d'évasion fiscale de la part de Total, merci de nous apporter des preuves de ces accusations qui sont extrêmement graves, chers collègues, extrêmement graves. Franchement, extrêmement graves. Donnez-nous des éléments précis. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui est pour l'amendement? Qui est pour le 56? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 58. Il défend. Juste avant la défense de cet amendement, j'aimerais que ici, vous êtes donc en train de dire que l'évasion fiscale n'existe pas. C'est ça que vous êtes en train de dire. D'accord. Donc on en est là de la discussion sur la question. Vous niez l'existence de l'évasion fiscale. Je pense qu'on a quand même un grave problème. Non, mais à partir du moment où des grandes multinationales ne payent pas d'impôts, et là je repars aussi sur le cabinet McKinsey qui n'a pas payé d'impôts en France pendant 10 ans, et qui a bénéficié de paiements, de prestations extrêmement élevés pour des PowerPoint un peu ridicules. Il y a eu une enquête, un rapport du Sénat sur la question que je vous invite à relire, et j'espère que nous serons un jour vraiment en mesure de parler évasion fiscale pour de bon. Je reprends cet amendement. Là, il s'agit, et ça devrait vous plaire, Madame Haye, d'encadrer le versement d'actions gratuites, c'est un amendement de repli qu'on vous propose, en fixant un écart maximal de 1 à 20 entre la valeur totale d'actions gratuites maximale et minimale attribuée au sein d'une entreprise, puisque vous souhaitez justement faire bénéficier les salariés de ces actions. Nous sommes donc favorables à l'interdiction, nous, des actions gratuites qui contribuent à la financiarisation de la gouvernance d'entreprise, mais à défaut, et ça devrait donc vous plaire, celles-ci doivent être distribuées de façon plus juste. Madame la rapporteure. Bon, on n'est plus forcément trop sur les amendements. Votre amendement vise à alourdir les critères d'octroi d'actions gratuites. L'ANI applique 3 critères pour permettre d'augmenter le plafond d'attribution des actions gratuites. D'abord, pour le porter à 30%, il faut que l'attribution d'actions gratuites bénéficie à des salariés de la société représentant au moins 25% de la masse salariale brute, au moins 50% et au moins 50% de l'effectif total. Deuxièmement, pour le porter à 40%, il est nécessaire que l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et enfin, dans tous les cas, les écarts entre 2 salariés ne peuvent dépasser 1 à 5. Je ne pense pas qu'il faille remettre en cause l'équilibre qui a été trouvé par les partenaires sociaux à ce sujet. Donc, avis défavorable. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 57. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Passe au vote, même vote. 92, Monsieur Boulou. Oui, merci. En l'état actuel du
projet de loi, l'écart maximal, c'est applicable seulement entre les salariés. Et cette rédaction, elle semble ouvrir la porte à des versements d'actions gratuites disproportionnés aux dirigeants de l'entreprise, qui pourraient du coup recevoir un nombre d'actions bien supérieur à 5 fois celui reçu par les salariés. Donc on propose une rédaction pour inclure les dirigeants dans l'ensemble et que cet écart prenne en compte les dirigeants et les salariés. C'est un amendement de précision, je crois, Madame la rapporteure. Même argument et même avis que pour l'amendement 58, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Le 27, Monsieur Cabrolier. Oui, quand les salariés placent en tout cas dans un plan d'épargne entreprise, au-delà du délai irrévocable de 2 ou 3 ans, beaucoup s'en servent après pour le débloquer comme un complément de rémunération. Donc cet amendement, et quand il débloque, il y a une imposition des sommes à l'impôt sur le revenu. Donc cet amendement vise à inciter les salariés à prolonger donc, dans les PEE ces actions et aller jusqu'à un engagement supérieur à 8 ans, auquel cas ils seraient à la sortie exonérés d'impôt sur le revenu. Donc c'est inciter les salariés à faire de l'épargne longue, ce qui est normalement l'esprit du PEE. Madame la rapporteure. Il s'agit d'une proposition intéressante pour inciter à faire de l'actionnaire salarié un investisseur de long terme dans l'entreprise. Dans la mesure où cela ne fait pas partie des propositions de l'ANI et que nous sommes sur un texte de transposition, je vous propose de le retirer pour éviter d'empiler les dispositifs ou de le redéposer en séance pour recueillir l'avis du gouvernement à ce sujet en vue des discussions à venir en loi de finances. Demande de retrait. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 28, Monsieur Cabroli. Eh bien là également, l'idée est d'inciter les salariés à mettre dans des PEE, mais dans une enveloppe fiscale favorable, plus favorable, qui est le PEA. Alors ça existe pour les mandataires sociaux et souvent pour un groupe restreint qui investissent au capital d'une société et qui placent leurs actions dans un PEA. Donc l'idée, là, c'est de conditionner tout ça. OK, c'est possible, mais que ça soit possible pour tous les salariés, que ça ne soit pas que les mandataires sociaux ou un groupe de salariés, mais que ça soit étendu à tous les salariés d'une entreprise. Madame la rapporteure. Dans l'enveloppe du PEA et donc bénéficier sous condition de l'exonération d'IR. Alors, je comprends l'idée sous-jacente à votre proposition de rapport. Toutefois, je ne suis pas certaine de l'opportunité de demander un rapport sur ce thème au gouvernement. En effet, soit l'on juge que la possibilité donnée à certains salariés et aux mandataires sociaux de loger leurs actions dans les PEA n'est pas opportune et il faut la supprimer, soit il faut étendre cette possibilité à tous les salariés. Dans tous les cas, il ne me semble pas nécessaire de demander un rapport au gouvernement pour ce faire. Avis défavorable. Passons au vote. Qui est pour? Non, vous voulez retirer? Non, allez-y, monsieur. Attendez. Si on ne passait pas par un rapport, on pensait que ça serait irrecevable. C'est pour ça qu'on a demandé un rapport, mais bon. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Après l'article 13, Monsieur Boulou, 105. Oui, cet amendement propose de revenir sur l'allègement de la fiscalité. Article 13, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Après l'article 13, Monsieur Boulou. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement propose de revenir sur l'allègement de la fiscalité sur les actions gratuites qui avait été voté lors de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2019 par la majorité à l'époque. Si cette disposition n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact à l'époque, cependant, au moment des débats en séance, les pertes de recettes avaient été chiffrées à un potentiel de 120 millions d'euros par an. Une telle dépense ne nous semble pas justifiée au regard du déficit de la sécurité sociale ou des efforts qui sont demandés à nouveau à l'hôpital public, aux actifs ou aux Français les plus modestes, notamment en reportant l'âge légal de la retraite à 64 ans. Donc nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30%. Madame la rapporteure.
Alors, l'ANI contient des mesures visant à favoriser la distribution d'actions gratuites et limite les inégalités entre salariés dans la distribution de ces actions. Je suis donc opposée à l'adoption d'une mesure qui enverrait un signal contradictoire avec ce que propose l'ANI et donc ce que souhaitent les partenaires sociaux dans notre pays. Avis défavorable. Allez-y, monsieur Laborde. Merci, monsieur le président. Moi, je suis surpris d'entendre que la distribution d'actions gratuites est réservée uniquement aux salariés qui sont les mieux rémunérés au sein des grands groupes. Où est-ce que vous avez vu ça précisément? Deuxièmement, il y a eu un accord avec les partenaires sociaux qui n'ont pas attiré notre attention sur ce sujet. Et enfin, je constate que vraiment, dès que vous avez la possibilité d'augmenter une taxe, un taux d'imposition, vous vous en privez pas. Hein, en demandant de passer de 20% à 30%, là, vous vous libérez une fois de plus dans cette stratégie visant à taxer, taxer, taxer. Monsieur Boulou. Oui, alors on pourrait vous retourner. Au contraire, c'est à chaque fois que vous pouvez diminuer les ressources de la sécurité sociale, vous y allez aussi. Donc diminuer. Enfin, on peut avoir ce débat. Il n'est pas écrit dans l'amendement que ça concerne que, mais enfin, il est quand même de notoriété publique que ces distributions d'actions, c'est en général sur les plus hauts déciles. C'est essentiellement qui est marqué, essentiellement. On n'est pas rentré dans les détails, c'est pas uniquement. Mais enfin, quand même, il y a une réalité de la distribution des actions. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Monsieur Amiel, 103. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article s'inscrit dans la foulée d'ailleurs de l'article 33 de l'accord national interprofessionnel. Il vise à permettre le déblocage anticipé des sommes bloquées dans un plan d'épargne d'entreprise pour les travaux de rénovation énergétique. Je crois que ça répond donc à la fois à une préoccupation des organisations syndicales, des organisations professionnelles et surtout à une préoccupation de nombre de nos concitoyens qui n'ont pas forcément la trésorerie nécessaire pour opérer ces opérations de rénovation qui sont pour autant indispensables à la fois pour notre souveraineté énergétique et pour la transition écologique. Madame la rapporteure. Je partage bien évidemment votre orientation, puisque j'ai moi-même déposé, comme vous l'avez dit, un amendement poursuivant cet objectif, mais qui transpose plus fidèlement l'ANI en prévoyant 2 autres cas de déblocage concernant les dépenses engagées en tant que proche aidant et concernant l'acquisition d'un véhicule vert. Je vous propose donc de le retirer au profit de celui que j'ai déposé. Merci. Il est retiré. Merci. Le 17, monsieur Cabrolier. Donc cet amendement vise à étendre les cas de déblocage anticipé quand le salarié place son dispositif de partage de la valeur ou ses primes dans un PE. Donc aujourd'hui, les cas de déblocage anticipé avant les 5 années sont très larges, concernent le travail, la vie personnelle, l'acquisition de la résidence principale. Donc là, l'idée, c'est d'ajouter 3 cas de déblocage anticipé. Bon, c'était ressorti là aussi des auditions supplémentaires qui concernent les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc le statut de proche aidant pour la dépendance, la rénovation énergétique des logements, du logement du salarié ou de la résidence ou d'un locatif, et acquisition d'un véhicule propre. Voilà, c'est étendre les cas de déblocage anticipé, en rajouter 3. Madame la rapporteure. Je partage votre souhait de transposer cet article dans la loi, mais j'ai proposé un amendement qui comporte une rédaction différente qui me semble plus adaptée. Je vous propose donc de retirer cet amendement. Demande de retrait. Monsieur Cabrolier. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 113, Madame Félicie Gérard. Cet amendement prévoit de reprendre les dispositions portées à l'article 33 de l'accord national interprofessionnel. Et il propose d'inscrire dans la loi les conditions selon lesquelles un plan épargne entreprise peut faire l'objet d'un déblocage anticipé et propose d'ajouter à ces conditions 3 nouveaux critères tels que définis par l'ANI: les travaux de rénovation énergétique, l'achat d'un véhicule propre et les sommes dépensées en tant que proche aidant. Merci. Madame la rapporteure, je suppose que vous êtes favorable à votre... Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 25, monsieur Cabrolier. Alors celui-ci ressemble beaucoup à celui que j'avais présenté pour inciter les salariés à conserver au-delà de 8 ans, donc sur le long terme, leurs actions dans un PE.
Simplement, donc là, on supprimerait le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés qui abonderait les versements du salarié quand il s'engage à les conserver au moins 8 ans, au-delà de la période d'indisponibilité, comme on l'a dit, de 2 à 3 ans. Voilà, donc il est quand même assez similaire à celui que j'ai présenté tout à l'heure. Madame la rapporteure. Effectivement, et comme je vous l'ai dit concernant votre amendement de rapport, il s'agit d'une proposition intéressante pour inciter à faire de l'actionnaire salarié un investisseur de long terme dans l'entreprise, mais dans la mesure où cela ne fait pas partie des propositions de l'ANI, je vous propose un retrait. Vous le maintenez, je pense. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 107, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui propose de proroger d'une année le déblocage exceptionnel des droits participation et des sommes attribuées au titre de l'intéressement dès lors que ceux-ci sont indisponibles et qu'ils ont été investis. Madame la rapporteure. Alors, le déblocage de la participation et l'intéressement a été voté l'an dernier dans un contexte particulier qui ne me semble plus le même aujourd'hui. Retour très fort de l'inflation qui n'avait pas pu être anticipé par les salariés. Cette mesure introduite à l'initiative du Sénat avait été bornée dans le temps et les partenaires sociaux n'ont pas proposé de la reconduire. Dès lors, je vous propose de retirer votre amendement ou à défaut, avis défavorable. On passe à l'article 14. Pas d'amendement. Qui est pour l'article 14? Cours pour l'article 14. Je vous en prie. Qui est contre? Amendement, article adopté, pardon. Amendement 61, Madame Maxime. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement, il tombe à pic au vu des discussions qu'on vient d'avoir, puisqu'il propose d'éclairer la représentation nationale avec un rapport sur l'impact de l'évasion fiscale sur l'efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Et visiblement, comme on l'a vu tout à l'heure, nos collègues députés du groupe Renaissance semblent avoir besoin d'être éclairés sur cette question. En effet, l'évasion fiscale, forcément, ça permet d'afficher un bénéfice moindre et donc inévitablement de réduire les enveloppes de participation ou d'intéressement versées aux salariés. Et ces estimations, les estimations d'évasion fiscale, elles sont très sérieuses. Elles émanent de Solidaires Finances Publiques. Elles estiment à 100 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État par an. Elles sont jugées très, très sérieuses par la Cour des comptes elle-même. Je l'ai entendu directement en audition. Donc, si vous voulez prouver l'évasion fiscale et donc, je l'espère, lutter contre, eh bien, je vous propose d'accepter cette demande de rapport et puis aussi, évidemment, de mettre les moyens dans le contrôle fiscal. Madame la rapporteure. La fraude et l'évasion fiscale ont des effets délétères à de nombreux égards, mais je ne suis pas certaine de l'intérêt de produire un tel rapport supplémentaire puisque le rapport de nos collègues Louis Marguerite et Eva Sas a déjà apporté des éléments intéressants et précis sur le sujet. Avis défavorable. Monsieur Sissenstool. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, chers collègues, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. Vous avez sûrement dû louper une séquence il y a quelques semaines, puisque le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé un vaste plan de lutte contre la fraude fiscale. À la clé, beaucoup d'embauches, de nouveaux agents qui viendront renforcer les équipes des finances publiques. Donc on vous attend en séance pour le féliciter et le soutenir dans cette action-là. Il viendra d'abord en commission pour le présenter. Madame Eva Sas. Oui, je voudrais demander à la rapporteure d'arrêter de se servir du rapport Sas-Marguerite pour faire des allégations. En l'occurrence, sur la question de l'optimisation fiscale, nous avons dit justement que c'était un problème et nous sommes tout à fait, enfin en tout cas pour ma part, je suis tout à fait favorable à ce qu'on l'approfondisse à l'aune d'un nouveau rapport. Je pense que si vous vouliez vraiment un juste partage de la valeur, vous attaqueriez à cette question de l'optimisation fiscale et les arguments que vous avez apportés tout à l'heure sont tout à fait inadéquats et visiblement, vous n'avez aucune volonté de vouloir avancer sur cette question. On passe au vote. Non, un pour, un contre. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 15. Qui est pour l'article 15? Qui est contre? Adopté. On passe aux derniers amendements. Le 26, Monsieur Cabrolier. Le dernier. Donc, cet amendement consiste à améliorer l'information et le conseil à destination des salariés. C'est ressorti également lors des auditions. Il y a un manque à ce niveau-là. Il y a de la complexité pour les chefs d'entreprise.
mais un manque d'information pour les salariés, surtout sur l'épargne longue, notamment dans les PEE, ou au travers de gestion pilotée. Il y a besoin souvent d'arbitrage et ils ne sont pas toujours au fait de tout ça. Donc l'idée, c'est de confier ça à un prestataire, bien sûr indépendant des organisations syndicales, indépendant de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc ça pourrait se faire au travers du compte personnel de formation des salariés. Et l'entreprise pourrait abonder le financement de cette formation et de ce conseil au travers d'une contribution financière qui serait assimilée à des frais de formation professionnelle. Voilà. Madame la rapporteure. Votre amendement est satisfait par l'article 15 du projet de loi qui prévoit déjà une amélioration de l'information des épargnants salariés. En outre, il existe un guide de l'épargne salariale précis et régulièrement réédité par l'administration. Et enfin, les organisations syndicales et patronales se sont engagées à faire des efforts dans ce sens. Donc, avis défavorable. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On va passer sans transition à 6 minutes près. On a respecté l'horaire, l'article 88. Donc, je vais inviter Madame Nadia à me rejoindre. Madame Félicie Gérard, merci. Pour ce rapport, il y a Madame Élodie Jacquet-Laforge qui est dans le couloir, qui va nous rejoindre aussi.